This meeting is being recorded. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour une table ronde en ligne à l'international pour le Pen Club français. C'est une thématique ce soir très intéressante. Nous avons réuni comme participants actifs à cette table ronde Marlena Brester, Claire Lajus, Aytekin Karachoban et Eduardo Garcia Aguilar. Alors, ils sont tous notamment traductrices ou traducteurs, et ils ont une connaissance de nombreuses littératures, mais tout particulièrement de la littérature française, de la poésie française et de la littérature des pays qui sont les leurs ou qu'ils ont aimé, dont ils ont embrassé la langue. Hein. C'est le cas pour Claire Lajus, qui est française, mais qui a embrassé la langue turque. On détaillerait après les présentations. En ce qui concerne Marlena Brester, qui vient d'Israël, mais qui est partie de Roumanie il y a environ une quarantaine d'années, elle a fait des choses remarquables en Israël. Je présenterai chacune et chacun. Là, je dis d'abord bonjour à toutes et à tous. Aytekin Karakoban, qui vit à Bordeaux, qui est turc, mais qui a fait des études en France, qui est resté en France depuis longtemps et qui fait beaucoup de choses comme brasseur également. Donc, toutes ces personnes qui sont là, Eduardo Garcia Aguilar, mais qui a vécu beaucoup au Mexique, qui voyage énormément, qui fait des ponts, des passerelles entre nos littératures, la littérature française, la littérature en langue espagnole, mexicaine, colombienne et autres. Donc, ce sont toutes et tous des écrivains, des écrivaines, traductrices, traducteurs. Sylvestre, ouvre ton microphone. Je parle depuis un moment. Au début, je ne l'avais pas désactivé. Vous m'avez entendu, Colette? Vous m'entendez? Oui, mais c'est de ma faute, je pense. Bon, voilà, je suis désolée. Ça a ouvert. coupé très peu de temps, là. Alors, je suis désolé. Parce que je fermais les micros. Merci de me l'avoir dit. Je pensais que tout était bien. Donc, je coupe les autres micros. Vous les réactiverez à la demande au moment où vous parlerez. Tu peux laisser peut-être les micros des 4 participants ouverts parce qu'ils ne vont pas faire de bruit, mais les autres, ceux qui écoutent, qui pourront poser peut-être des questions dans le débat tout à l'heure, les micros peuvent être coupés. Mais j'aime bien que les personnes qui sont là puissent, comme participants, et leur micro ouvert. Voilà. Donc, c'est à eux de le réactiver. Il faut qu'ils le réactivent maintenant en bas. Oui. Alors, bon, j'espère que vous saurez le faire. Hein. Bon. Donc, oui, parce que je vois qu'ils sont coupés. Donc, ça m'a coupé un peu mon élan, mais bon, je vais reprendre. Donc, j'ai à cœur de bien les présenter. Je vais le faire. Et je vais d'abord vous dire un peu comment nous allons procéder. Et après, je les présenterai. Donc, pour cette table ronde qui durera environ au moins une bonne heure, nous aurons en un premier temps, pour chacune et chacun, la possibilité d'une prise de parole à travers laquelle chacune et chacun donneront leurs premières impressions, leurs premières explications pendant environ 3-4 minutes par personne. En un deuxième temps, vous pourrez faire des interventions croisées, donc plus vivantes en fait, entre vous-même. Vous pourrez réagir, rebondir à partir de ce que vous aurez entendu. En un troisième temps, chacune et chacun d'entre vous 4 pourra ajouter en complément les idées que vous avez pour améliorer encore et développer davantage la valorisation possible de la littérature française vers vos pays d'origine ou dans les pays dans lesquels vous vivez actuellement. C'est le cas de Claire Lajus qui vit de nouveau en Turquie après avoir été d'abord en Turquie longtemps où elle a enseigné, puis ensuite est revenue en France, à Bordeaux où elle a enseigné, elle est repartie en Turquie. Marlena, elle est en Israël, mais elle vient très très fréquemment en France et dans les pays de la francophonie. Elle a invité dans de nombreux festivals, comme les autres d'ailleurs. Donc c'est important. Eduardo aussi, qui vit en France depuis longtemps maintenant, il fait beaucoup de passages, il est nomade, il va énormément en Amérique latine. Donc c'est important. Aytekin, même chose, revient vers son pays d'origine, participe à des festivals internationaux. Donc c'est important que vous puissiez en un troisième temps, comme je viens de le dire, au fond, ajouter des idées, peut-être que vous allez trouver ensemble, et parce que vous avez au fond dans les zones du monde qui sont celles que vous aimez ou dans lesquelles vous vivez, vous vous sentez davantage capable d'intervention, plus compétent, peut-être pour travailler en réseau avec d'autres, d'ailleurs d'autres personnes. Et enfin, on essaiera de déboucher à la fin sur l'envie et le projet de créer un réseau mondial de personnes se connectant à intervalles réguliers, peut-être agissant dans le monde pour valoriser et accroître la réception de la littérature française et francophone.
Et partant de là, donc finalement, la belle langue française dans tous ses atours polyphoniques, donc sur les 5 continents, évidemment. Donc c'est pour nourrir à travers vos échanges, cette réflexion et peut-être ces projets que nous avons organisé au Pen Club français, avec le soutien de la SOFIA, que je tiens à remercier, cette table ronde. Donc, je vais commencer par présenter un peu plus en détail Marlena Breister. Donc, elle est poète de langue roumaine et française, linguiste, traductrice, professeure d'université. Elle est née à Iași, en Roumanie, qu'elle a quitté en 1980 pour s'établir, comme je disais, définitivement en Israël. Elle a fait un séjour à Paris pour obtenir son doctorat en linguistique au sein de l'université Paris 8. Le français est devenu au fond sa langue d'expression privilégiée, alors qu'elle parle couramment évidemment sa langue maternelle, le roumain, l'hébreu qu'elle pratique tous les jours, et évidemment le français, c'est une langue choisie, une langue d'écriture pour elle, comme ce fut le cas pour des prestigieux compatriotes roumains comme Ionesco, Cioran, en passant par Benjamin Fondan, Mircea Eliade et d'autres. Elle est présidente de l'Association des écrivains israéliens de langue française, elle est rédactrice en chef de la revue Continuum, c'est très important, revue des écrivains israéliens de langue française, membre du comité directeur d'un groupe de recherche sur la poésie et la politique contemporaine de l'université de Haïfa, qui a longtemps œuvré, et qui a invité de nombreux écrivains français à venir là-bas, qui a valorisé énormément la littérature française, les poètes français, les écrivains français. Marlena a reçu le prix Hilary Volonca des rencontres poétiques de Rodez en 2001 pour son recueil Oublié en avant. Je l'ai dit, elle est poète, traductrice, enseignante, inlassable organisatrice de colloques, présidente, je l'ai dit, de l'association des écrivains israéliens de langue française. Voilà. Donc, Marlena prendra la parole tout à l'heure. Je vais présenter maintenant Aytekin Karachoban. Il a grandi, donc, il est né en 58 en Turquie. Il est né à Kirsey, en Anatolie. Il a étudié, enseigné le français à l'université dite de Diyarbakir. Il est diplômé de l'université de Rouen, où il vit et travaille en France depuis 1988. Il est l'auteur d'une œuvre poétique abondante. Il a publié Frères de la Rose en 88, Images instantanées en 98, Dans le goût des retrouvailles en 2000, Ligne à haute tension en 2015, Le temps fuit 2018 et 1000 plus une question 2019. Il collabore régulièrement à plusieurs revues littéraires. Il a réalisé une anthologie de poètes français contemporains qu'il fait connaître en Turquie. Il vient d'obtenir le prix Rimbaud de la maison de poésie Fondation Émile Blémont pour son livre de poèmes bilingue français-turc, qui lui sera remis le 7 décembre à la maison de la poésie à Paris. Et le titre de son livre est très beau, c'est Le silence sous la langue. Ce livre est publié aux éditions Mars A, dirigé par Marie Virol et préfacé par un grand poète français, Christian Vidier, qui a obtenu le prix Mallarmé 2021. Je vais présenter également Claire Lajuste. Claire Lajuste, donc elle est la plus jeune des participantes de cette table ronde, mais elle est déjà très très active dans le domaine de la valorisation des littératures turques d'un côté et françaises de l'autre, en étant passeuse des deux rives, si je puis dire. Elle a grandi dans le territoire girondin après des études de lettres modernes. Elle a enseigné le français 5 ans en Turquie. Elle est passionnée depuis par la langue turque. Elle traduit des poètes turcs et a créé à son retour en France une revue en ligne. Vous pouvez consulter revue tout attaché www.revueayna.com. Dans ce cadre, elle intervient ponctuellement dans des lectures publiques. Elle a publié ses poèmes dans diverses revues importantes. Je ne les cite pas tous, ça serait trop long. Elle est présente entre autres dans l'anthologie de la poésie française de Jacques Bass. Elle a participé à de nombreux festivals internationaux de poésie, celui d'Elkisedir en Turquie, d'Izmir. Elle a enseigné ces derniers temps le français à Bordeaux. Son premier recueil, L'ombre remue, est paru à la Crypte, l'édition La Crypte, fin janvier 2018. Elle a traduit de nombreux poètes turcs chez d'excellents éditeurs qu'elle a donc fait mieux connaître en France. J'ai la liste sous les yeux, je pourrais en parler plus tard si vous souhaitez, ou répondre à des questions. Elle-même, elle peut le faire encore mieux que moi. Et donc là, elle est repartie en Turquie, où elle est une infatigable valorisatrice de la littérature et de la poésie française dans ce pays. Et je termine par les présentations avec notre ami Eduardo Garcia Aguilar, un autre continent, donc l'Amérique latine. Lui, il est né à Manizales, en Colombie, en 1953. Il est écrivain colombien, donc journaliste. Il a longtemps vécu au Mexique et en France. Il est auteur de nombreux romans, livres d'essais. Il a publié une biographie intellectuelle de Alvaro Mutis, très intéressante, et a préfacé l'édition de ses poèmes, publiés dans la collection Poésie Gallimard. J'ai beaucoup de détails sur son œuvre, qui est abondante, ses romans, etc.
il pourra le donner. La liste est longue, hein, c'est un écrivain important qui compte, et il est investi, engagé dans le même travail de passeurs et de passeuses qui sont présentes ici, pour que la poésie mexicaine, colombienne et d'autres pays d'Amérique latine soit mieux connue dans les espaces francophones, et vice-versa. Il valorise aussi, parce qu'il a une bonne connaissance de la littérature française, cette littérature dans les espaces d'Amérique latine qu'il fréquente depuis de nombreuses années. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant chacune et chacun prendre une première prise de parole, 3-4 minutes. On va commencer dans l'ordre que j'ai établi, à savoir Marlena. Tu as la parole, Marlena. Il faut remettre ton micro. Oui. Oui, bonsoir et merci pour cette invitation. C'est un plaisir évidemment de rencontrer des écrivains français et des écrivains qui ont des liens avec d'autres pays, avec d'autres langues, et comme moi, qui suis née en Roumanie. J'ai quitté la Roumanie, je vis en Israël. Là, j'ai rencontré des écrivains francophones. Et on a décidé de fonder une association d'écrivains. Comme ça, le lien avec la littérature française, parce que c'est ça le but, le lien qui est très fort entre la littérature francophone ici en Israël et la littérature française, devenu de plus en plus fort. Et en venant tout le temps en France, grâce surtout à la revue que vous connaissez, à la revue Continuum, qui fête cette année 20 ans. Et, une revue papier, c'est pas évident, mais nous continuons. Et c'est la revue où on présente chaque fois des dossiers des écrivains français et des écrivains francophones et des écrivains israéliens. La traduction est vraiment est très importante parce qu'on traduit du français vers l'hébreu, de l'hébreu vers le français. Et comme ça, le dialogue est évident et rendu possible. C'est une revue annuelle où on invite des écrivains français et francophones. Mais au-delà de cette revue, il faut mentionner une autre revue à laquelle j'ai participé qui s'appelle Poésie et Art, la revue du Centre de poésie de l'Université de Haïfa, plutôt une revue de recherche et de critique littéraire. Le centre que tu connais, Sylvestre, d'ailleurs, parce que tu as été l'un des invités à l'Université de Haïfa. Pour en parler, c'était très vivant et vraiment très important. Merci. Continue. Avec des poètes, et en fait, beaucoup de poètes sont venus chez nous. Pardon. Tu es venu avec Bernard Mazot une fois. Oui, tout à fait. Michel Deguy est venu, Jean-Michel Maupoy. Oui, Henri Méchonic, Lionel Rey, Janine Baud. Oui, des poètes importants, oui, tout à fait. Oui. Et de nouveau, en traduisant vos poèmes par un groupe, ce qui est important, c'est que ce n'était pas un simple groupe de traducteurs, simple, si on peut dire simple, pardon, excusez-moi, mais des traducteurs poètes. C'était un atelier de traduction que j'ai dirigé pendant des années avec d'autres poètes de langue française, dont Bluma Finkelstein, des écrivaines comme Esther Horner, qui fait partie du comité de rédaction de Continuum d'ailleurs. Et il y avait, je crois, enfin, je suis sûr, même une universitaire française qui vivait chez vous, là-bas, Jacqueline Michel, qui est là, décédée. Oui, qui a dirigé le centre, oui. Voilà. Pour lui rendre hommage, que je la cite parce qu'elle a fait un travail avec vous toutes et vous. Justement, c'était vraiment, la poésie était au centre de tout ce qu'elle faisait. Et donc, c'est la poésie qu'on traduisait. Et de lecture de poèmes, de lecture spectacles même organisés par des comédiens et par nos étudiants. Très bien. Et des actes de colloque qu'on a publiés.
Parfait. Est-ce qu'on peut faire, Marlena, parce que tu as beaucoup de choses à dire et tu comptes. Oui, on va continuer. Non, c'est pour que tu vas reprendre, chacun va reprendre la parole après pour détailler, développer. D'accord. Et on va, comme ça, être plus vivant. On va maintenant passer à, mais tu pourras détailler et ajouter des tas de choses que tu as, Oui. c'est très important. On va passer maintenant donc la parole à Aytekin Karasoban qui va nous expliquer un peu ses va-et-vient, cette valorisation à travers son engagement, son goût pour la littérature française et pour valoriser aussi la littérature turque et comment ça se passe, etc. Voilà. Aytekin, tu as la parole. Il faut que tu actives ton micro. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que, comme tu as dit, Sylvestre, tout à l'heure, valoriser une littérature passe par la connaître avant tout, puis la rendre accessible. Et quand il s'agit de la valoriser à l'étranger, évidemment, le rôle important des traducteurs surgit immédiatement. Et j'étais conscient de ça et depuis des années, comme je collabore activement avec les revues littéraires, je traduisais des articles, des poèmes, surtout sur la poésie. Et jusqu'à maintenant, j'ai traduit une douzaine de livres de genres différents. Mais ce qui me tenait à cœur, c'était une anthologie de la poésie française que j'ai pu réaliser récemment. Voilà, si vous me permettez, je vais parler C'est la raison pour laquelle je t'ai, entre autres, invité, parce que je pense que maintenant, tu vas pouvoir davantage développer ce rôle de valorisateur, si je puis dire, de la littérature, de la poésie, entre autres française, vers ton pays d'origine. Reprends la parole. Voilà, c'est juste pour valoriser que je suis intervenu. Vas-y. Voilà. Donc, je réfléchissais depuis de nombreuses années sur un projet comme l'anthologie de la poésie française contemporaine, mais je l'ai toujours reporté car je n'ai pas reçu une demande fiable de la part d'une maison d'édition qui me motiverait à le faire. Mais il y a 2 ans, j'ai rencontré un éditeur. Je crois que lui aussi, il sentait le besoin de publier une anthologie de la poésie française en Turquie, parce que la poésie française chez nous était quasi inexistante depuis les années 50-60. Incroyable. Vous voyez, voilà. Donc, alors que cette poésie est toujours vivante, ça bouillonne, etc. Et donc, j'ai commencé. Et en plus, quand j'allais en Turquie, parce que ces dernières années, j'y vais souvent, on me posait souvent des questions sur la situation actuelle de la poésie française contemporaine. Et bien sûr, il y avait beaucoup à dire, à écrire sur ce sujet-là. Un inventaire pourrait également être fait sur les similitudes et les différences entre la poésie écrite en Turquie et la poésie écrite en France, parce que derrière ces questions-là, cette autre question était dissimulée. Oui, alors, aujourd'hui, c'est comme ça que nous écrivons la poésie dans notre pays, mais comment elle est écrite chez eux? Très bien. Donc, bon, je pouvais donner des explications, mais ça ne serait pas suffi à dévoiler tous les aspects de la poésie française contemporaine, ni ne permettrait de faire une comparaison. Très bien. Donc, vas-y, finis ta phrase, mais peut-être qu'on va faire maintenant que tu as posé la pierre fondatrice importante de ton intervention. Oui, je vais conclure presque. Voilà, comme je disais tout à l'heure, la poésie française était presque inexistante depuis les années 50-60. Donc, la meilleure solution était de présenter des exemples concrets des poèmes vivants et diffusés dans cette langue aujourd'hui pour permettre au lecteur d'y réfléchir, de faire une comparaison lui-même. Je comprends, très bien. Voilà, j'étais bien conscient que la poésie française aujourd'hui est si grande que
pour ne pas être contenu dans une anthologie de 200 pages, mais il fallait commencer par un bout. C'est ce que j'ai fait et Voilà. je suis très content. Bravo. Mais nous aussi. Alors, tu reprends la parole tout à l'heure. Je vais passer la parole dans la foulée, ça sera plus simple. Et puis, comme ça, on alterne écrivaine, traductrice, homme, femme, etc., de manière égale. Je vais passer la parole à Claire, puisqu'elle est un peu sur le même terrain que toi, si tu veux, mais de l'autre côté, puisqu'elle est française, mais elle est en même, elle a Ouais. 5 ans là-bas, elle est revenue là-bas, elle est en Turquie en ce moment. Donc, c'est naturel que je lui passe la parole. Et on passera enfin la parole à Eduardo Garcia Aguilar. Et quand on aura fait ce premier tour de piste, on va continuer, on va faire des interventions croisées. Vous pourrez vous parler entre vous. Et voilà. Donc nous t'écoutons, Claire. Alors, Oui, vas-y. merci Sylvestre. Bonsoir à tous et à toutes et merci Open Club pour cette invitation et cette organisation. Effectivement, moi je suis de l'autre côté d'Aytekin, c'est-à-dire que je fais passer la poésie turque en français. Et j'ai créé donc la revue Ayna, comme tu le disais en introduction. C'est une revue numérique parce que je fais ça toute seule, donc c'est un peu plus facile. La revue papier, je sais très bien toutes ces difficultés. Et j'avais aussi envie que ça soit ouvert. Et le côté positif du numérique, c'est que c'est accessible à tous les francophones dans le monde. Et d'ailleurs, grâce à la revue, j'ai été contactée par des Belges, par des Québécois. Donc, ça passe toutes les frontières. Et j'ai créé cette revue parce qu'en tant que traductrice, j'avais accumulé beaucoup de traductions de poètes turcs. Et j'ai été confrontée à la difficulté de trouver des éditeurs en France. Voilà. Et donc, j'ai voulu faire partager mes découvertes en créant cette revue pour les francophones, pour qu'ils découvrent la variété de tous ces poètes. Et donc, ça fait 10 ans. L'année prochaine, en 2023, ça va faire 10 ans que ça existe. J'organise des rencontres, j'essaye de faire des événements par rapport à ça. Oui, Je trouve que c'est important. Oui, mais en même temps, tu vas sans doute le dire, mais tu peux développer aussi cet autre aspect, c'est que comme tu es présente là-bas à plusieurs reprises et maintenant de nouveau, d'abord, tu as été enseignante français langue étrangère, donc c'est important parce que ça veut dire que tu as porté la langue française en Turquie aussi, donc c'est important. Et tu as cette capacité, évidemment, de par tes études et ta compétence. Et donc, c'est important parce que tu es bien placé pour faire les va-et-vient, je dirais, les valorisations réciproques, je dirais, entre à la fois la littérature turque, mais aussi la littérature française. Et donc, c'est important que tu le développes, cet aspect-là aussi, parce que tu es maintenant, tu as été invité au festival Voix vive de Méditerranée en Méditerranée, à cet été dernier, et puis déjà, précédemment, tu avais déjà été invité. Tu es aussi passeuse des deux rives, puisque tu es aussi participante active dans différents festivals, notamment celui d'Izmir. Et donc, tu peux faire des passages, des passerelles. D'ailleurs, de manière comparable, Aytekin fait un peu de même aussi. Donc, vous êtes un peu sur le même pont, si je puis dire, la même passerelle. Oui, et Voilà. quand j'ai enseigné en Turquie dans les années 2006-2010, j'ai organisé avec mes collègues à l'université où je travaillais un printemps des poètes. Voilà. Où nous avions invité Anis Alagé et Lionel Rey, Très bien. qui venaient de France, et Özdemir İnce, qui venait de Turquie. Mais Donc, c'est francophone et francophile lui-même aussi. Oui. Tout à fait. Voilà. Et c'était très important pour nous parce que d'abord pour la motivation des étudiants et ensuite pour montrer les visages en fait de la poésie parce que souvent dans la tête des jeunes, la poésie c'est quelque chose d'ancien, de vieillot, de disparu. Donc, c'est important effectivement de faire les rencontres pour voir le corps, le visage, entendre la voix des poètes. Très bien. Bon, alors maintenant, mais merci. Tout à l'heure aussi, tu vas rebondir sur les interventions croisées avec tes confrères et consoeurs qui sont présents dans cette table ronde, qui y participent. Maintenant, on va entendre notre ami Eduardo Garcia Aguilar, donc, qui a la gentillesse d'être ici alors qu'il vient juste d'atterrir. Donc, tu vas nous dire au fond comment aussi toi, alors parce que c'est encore un
un autre continent. Puis tu nous ouvres à l'intimité. Il y a évidemment toutes ces langues latines, le français, l'espagnol et la façon dont on parle. On a modulé les langues espagnoles, je dirais, sur le continent d'Amérique latine. Donc, je te passe la parole, Eduardo, et tu vas peut-être avoir aussi envie de réagir par rapport à ce que tu viens de découvrir ou entendre de la part des autres participants. Tu as la parole, Eduardo. Bon, d'accord. D'abord, moi, je veux dire que le rapport entre la littérature française et la littérature latino-américaine, c'est vraiment une longue histoire d'amour qui se remonte au 19e siècle. Et je voudrais rappeler aujourd'hui surtout l'influence des poètes français dans plusieurs générations de poètes latino-américains de la fin du 19e siècle, et spécialement les grands poètes de la génération appelée en Amérique latine modernisme. Ça. Le grand poète nicaraguayen Rubén Darío, oui. Et le grand poète colombien Silva. C'est des poètes, disons, tous les poètes latino-américains de cette époque-là avaient comme rêve de venir à Paris et de publier à cette époque-là dans les maisons d'édition parisiennes comme Garnier, qui publiait des livres en espagnol et quelquefois en français aussi. Et ces livres étaient exportés après en Amérique latine. Donc il y a Rubén Darío, José Asunción Silva, qui était un jeune poète colombien suicide qui est mort à 31 ans, mais qui a vécu à Paris à la fin du XIXe siècle et est devenu un poète symboliste. Mais après, il y a toute une amitié profonde. Par exemple, il y a un poète guatémaltèque qui s'appelle Luis Cardosa y Aragón, un grand poète qui était, qui était d'une certaine façon une influence importante dans la poésie d'Álvaro Mutis et d'Octavio Paz. Luis Cardosa y Aragón, quand il était très jeune, il avait 18 ans, il appartenait au mouvement dadaïste. Et il a été hébergé à Paris par cet autre grand poète latino-américain, péruvien cette fois, le poète César Vallejo, qui était aussi un ami de la France, qui a vécu en France et qui est enterré ici au cimetière Montparnasse. Mais il y a d'autres poètes aussi qui non seulement recevaient l'influence de la poésie française, mais qui écrivaient aussi en français. Par exemple, le poète péruvien César Moron a publié en français un livre extraordinaire qui s'appelle La tortue équestre. Et la moitié de son œuvre complète a été écrite en français. Et aussi, il y a un poète équatorien de cette génération, des années 20, 30, 40 du XXe siècle, qui s'appelle Gangotena. Et il y avait plusieurs écrivains uruguayens aussi, le plus important, le plus connu, Jules Supervielle. Et après, un poète chilien qui s'appelle Vicente Huidobro, qui était un poète qui appartenait à l'avant-garde et qui est un des grands révolutionnaires de la poésie latino-américaine avant Neruda, qui a vécu en France aussi. Donc, Vicente Huidobro, il a écrit aussi des poèmes en français. Et il ne faut pas oublier non plus Octavio Paz, qui a vécu en France et qui, on pourrait dire qu'Octavio Paz est plutôt quelquefois un poète français. Et ne pas oublier non plus à mon compatriote, mon ami, avec lequel j'ai écrit un livre de conversation, qui est le poète Prix Cervantes, Álvaro Mutis, qui était un ami de la France, un ami de la littérature française, et qui, comme beaucoup d'écrivains latino-américains, et de nouvelles générations aussi, nous le considérons comme des francopathes, disons, des franco-maniaques, dans l'admiration et le goût pour la littérature française de tout le temps, la littérature ancienne, du siècle, etc. Et aussi, je voudrais souligner l'amitié des grands des Français qui ont voyagé en Amérique latine et qui ont traduit beaucoup d'œuvres latino-américaines en France, qui ont introduit la littérature latino-américaine en France. Par exemple, le grand Valéry Larbaud et Roger Caillois et
à la fin du XXe siècle, et Claude Couffon, qui a traduit le grand poète espagnol Federico García Lorca. Donc, vous voyez, nous, en Amérique latine, nous sommes un continent de 500 millions de personnes. Nous parlons l'espagnol, non seulement dans ces 32 pays, mais aussi aux États-Unis. La communauté hispanique aux États-Unis est de plus en plus grande. Et donc, voilà, c'est un réceptacle pour recevoir la littérature française. Moi, personnellement, je viens de traduire un livre extraordinaire d'un jeune poète français qui est Fabrice Caravaca, qui vient d'être publié en Colombie. On l'a publié en Colombie, dans une très belle collection de la maison d'édition Escarabajo, qui est dirigée par un Français qui habite en Colombie, le poète Stéphane Chaumet. Donc voilà, j'ai traduit ce livre d'un jeune écrivain en français, parce que je crois qu'il faut continuer vraiment avec la diffusion de nouvelles générations de poètes français. Merci Eduardo. Merci. Et bon, il y a tout un espace pour le recevoir. Oui, tu as bien mis en valeur effectivement l'importance qu'a revêtue la poésie et la littérature française pour le continent d'Amérique latine dans les années d'entre-deux-guerres du siècle précédent, puis dans les années 50, 60, 70, et les rôles de passeurs qu'on peut avoir Jules Supervielle, Roger Caillois et tant d'autres, et tu les as tous cités. Il faut savoir qu'effectivement, nous, au Pen Club, on a un modèle, c'était Roger Caillois, parce qu'il a été vice-président jadis du Pen Club français, et il a fait beaucoup avec la création de sa collection La Croix du Sud chez Gallimard, bien sûr. Là. Mais ce que je voudrais qu'on investigue un peu plus, c'est justement peut-être aujourd'hui, où effectivement il y a beaucoup de passeurs qui passent maintenant les meilleures œuvres d'Amérique latine vers la France. Est-ce qu'il y a la même réciprocité? Est-ce qu'il y a la même connaissance? Tu as terminé sur Stéphane Chaumet, tu as raison. Il y a le grand festival de poésie de Medellín. Bon, on a d'autres passeurs ou passeuses qui vivent en France, comme ta compatriote Myriam Montoya, qui est colombienne, bien sûr. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, il n'y aurait pas peut-être quelque chose à refaire, tu viens de l'évoquer à la fin de ton intervention, pour faire mieux connaître non seulement la poésie française contemporaine, mais aussi les romans français contemporains. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un peu, non pas un régime qui baisserait un petit peu par rapport à cette aimantation qu'avaient les grands écrivains d'Amérique latine que tu as bien évoqué et qui venaient tous en France, etc. Toi-même, tu as été aimanté, la preuve, c'est que tu es chez nous et que tu vas. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à redéployer un peu plus là? Et ça va permettre, si tu interviens un peu là-dessus, de repasser la parole aux autres pour voir comment on peut redéployer davantage ces interactions, je dirais, positives à un niveau d'égalité. Je veux dire, par un même canal horizontal qui marcherait dans les deux sens, hein, vice-versa, hein, réactiver ces échanges à part égale un petit peu. Je te redonne la parole et après, c'est Marlena et d'autres qui vont la reprendre. Puis je vois qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui pourront la prendre tout à l'heure, qui valorisent beaucoup aussi la littérature française dans leur pays. C'est le cas de Magda Carnecci, je vois. C'est le cas d'autres participants. Il y a Guillaume Métayer qui, lui, valorise beaucoup les poésies d'Europe centrale et de l'Est en France, et peut-être dans une réciprocité, des choses se passent aussi ou pourront se passer. Voilà. Donc, tu reprends 2 minutes la parole et après, on va la laisser aux autres et on va comme ça interagir. Merci. Nous t'écoutons un peu là-dessus parce qu'il y a peut-être un sentiment un petit peu de. Bon, il y a Luis Mizon, certes, qui est un compatriote chilien, lui, qui fait des allers-retours entre le Chili et la France. Donc, lui, il contribue aussi à ce passage. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu, si le continent francophone, et notamment la France, a beaucoup attiré et aimanté les grands écrivains, ou ceux qui sont devenus ensuite de grands écrivains d'Amérique latine, tu les as évoqués, Octavio Paz et d'autres, est-ce qu'il n'y aurait pas maintenant un petit peu pas une méconnaissance, mais une moindre connaissance de la littérature contemporaine française sur le continent d'Amérique latine? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je ne crois pas. Je crois que il y a beaucoup de maisons d'édition espagnoles. Je pense par exemple à une maison d'édition qui est Anagrama, qui a traduit vraiment tous les écrivains contemporains français et tous les grands écrivains actuels, non? Le best-seller, par exemple, Annie Ernaux est traduite, publiée partout en Amérique latine. Emmanuel Carrère est une star de la littérature en Amérique latine et il a reçu le prix de
du Festival du livre du Mexique. Oui, oui. Il y a aussi, par exemple, Jean-Marie Leclésio, le prix Nobel Oui. qui connaît l'Amérique latine, qui est Bien un sûr, passeur bien aussi avec l'Amérique latine et qui bien sûr, a bien été traduit sûr. en permanence dans les continents. Non, je crois que ça continue. Et précisément, par exemple, nous venons de publier en Colombie La vie, ces poèmes, ces longs poèmes, ce livre extraordinaire du jeune écrivain Fabrice Caravaca, mais non seulement les petites maisons d'édition, comme Oui. celle qui a publié Caravaca, mais toutes les grandes maisons d'édition en Amérique latine, au Mexique, en Argentine, au Pérou Très bien, très bien. et en Espagne sont en train de publier beaucoup d'écrivains français de nouvelles générations. Vraiment, Donc, c'est le courant passe génial. bien des deux côtés. Et je crois aussi qu'il y a des traductions de poètes latino-américains, parce que bon, il y a des traducteurs, par exemple, comme Jean Portant, Oui, bien sûr. qui a traduit, Beaucoup. par exemple, Juan Gelman, Bien sûr. poète latino-américain. Donc, je crois que cette réciprocité est vivante. Oui. Bref, merci d'avoir cité notre ami Jean Portante, qui fait aussi partie du Pen Club français et qui voyage beaucoup, qui en ce moment d'ailleurs en Amérique latine, comme chaque année, il passe plusieurs semaines. Et là, donc, il fait beaucoup. Il a fait une anthologie de 11 poètes mexicains, il fait d'autres anthologies. C'est un grand passeur lui aussi, tu as raison de le citer. C'est un ami qu'on invite autant que possible lorsque la thématique des traductions intervient et sur d'autres sujets aussi. C'est à la fois un grand romancier et un grand poète. Voilà, merci. Donc, je vais repasser la parole à Marlena. Je l'avais un peu interrompu tout à l'heure. Et puis les autres, après, je vais vous laisser un peu réagir. Vous pourrez demander à participer pour compléter ce que vous avez dit et dire un petit peu comment on peut amplifier ces courants d'échange et de valorisation de nos littératures réciproquement. Marlena. Oui, alors Jean Portant est un ami, il a été invité lui aussi chez nous. On a traduit quelques-uns de ses poèmes et on continue à traduire. Ce qui est important, je crois que il faut inviter les jeunes. Et ça, c'est ma curiosité. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays dans le domaine de la poésie écrite par des jeunes? Et de très jeunes, parce que nous sommes ici, bon, peut-être Claire est jeune, mais nous appartenons à une génération un peu plus âgée. Oui. Et j'aimerais vraiment connaître un peu la poésie. Par exemple, Laure Cambo, qui est la poétesse française qui est plus jeune que nous. Et on l'a connue, on l'a invitée, on a eu le plaisir de traduire ses poèmes. D'autre part, on a traduit chez nous, en Israël, on a traduit des poètes israéliens, mais pas les très jeunes. Nous avons traduit en français, par exemple, Ronnie Somek, les plus connus, Ronnie Somek, Rachel Khalf et Maya Bejerano. Mais les jeunes, je suis heureuse d'entendre qu'il y a des jeunes qui ont des revues, revues de poésie. Tout à fait. Et qui participent à des festivals. D'ailleurs, on a rencontré ces jeunes-là à Sète ou dans le temps à l'ODEV. Il y a beaucoup de jeunes, donc c'est un bonheur de voir que la poésie continue. On est engagé dans la poésie. Tout à fait. Mais tu as raison de dire ça. Je suis content de voir que se sont branchés dès le début de cette table ronde, de ces échanges. Deux oui. sont avec nous. Il y a notamment notre ami Guillaume Métayer, un grand traducteur, écrivain, chercheur, qui est présent, et puis notre amie Linda Maria Barros qui est présente aussi. Donc, ça me fait plaisir. Donc, ils pourront participer tout à l'heure, poser des questions ou ajouter des détails. J'ai oublié de mentionner dans les échanges Amérique latine-France un grand poète mexicain, Marco Antonio Campos, qui évidemment, pendant tant d'années, a réalisé ce grand festival des poètes du monde latin qui lui permettait d'inviter évidemment des écrivains, des poètes de toute l'Amérique latine, mais aussi des poètes de langue latine sur les continents autres, c'est-à-dire notamment Roumanie, France, Luxembourg, Belgique, Suisse et tant d'autres. Voilà, donc c'est Afrique aussi, donc c'est très bien. Donc peut-être que d'autres veulent interagir maintenant, Claire ou Aïtekin ou oui. Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport aux interactions dans les deux sens. Oui. Par rapport au fait de faire connaître la poésie turque en France, je trouve que, bon, autant je comprends les problématiques des éditeurs qui sont très sollicités et qui ont des difficultés à choisir et aussi à publier,
autant je trouve que les revues ont vraiment un rôle important en France pour D'accord. faire connaître cette littérature, pour que ça... Et en plus, ce qui a peut-être un peu déséquilibré dans la relation entre les poètes turcs et les poètes français, c'est qu'il faut savoir que pour les poètes turcs, c'est vraiment très important de sortir de leur pays, en fait, que ce soit physiquement ou seulement les poèmes, c'est vraiment très important. Et ça offre vraiment une fenêtre. Peut-être que pour les poètes français, c'est pas forcément le même ressenti, mais je me rends compte au fil des années que vraiment pour les poètes turcs, c'est important d'être traduit. Bien sûr. Et que, ouais. Et vous allez en inviter peut-être Et au prochain festival Voix vive, là, cette Nourduran, qui est une poète turque qui parle très bien le français. Vous allez l'inviter, j'espère. Et il y en a d'autres. Hein, Et il y en a d'autres, oui, c'est vrai que comme disait Marlena, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de choses qui sont tentées, des écritures nouvelles, des expériences. Et c'est vrai que le festival Voix vive, notamment, est une occasion pour les faire connaître. Oui, tout à fait. Tu enseignes de nouveau la littérature française en Turquie ou pas de nouveau aussi? Bientôt, je suis en attente d'un poste. Ouais. Là, tu pourras nous dire, si on se rebranche une autre fois plus tard, tu pourras nous dire justement comment réagissent et quelles sont les questions, les étonnements des étudiantes ou étudiants que tu auras par rapport à la littérature française que tu valoriseras, évidemment, et d'autres littératures aussi bien, oui. Ça sera intéressant. Oui, là, je suis en contact avec l'Institut français pour faire des choses pour le futur printemps des poètes. Très bien, très bien. Donc, j'espère concrétiser ça. Très bien. Et effectivement, les jeunes d'ici ne connaissent pas forcément non plus la poésie française. Ils connaissent voilà, les classiques, etc. Mais les écrivains d'aujourd'hui ne connaissent pas vraiment. Donc là, il y a des choses à faire. Très bien. Oui, vas-y. Ouais, à ce point-là, oui, j'aimerais bien intervenir parce que tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec Marlena, ce que vient de dire Marlena, et que oui, il faut donner la place aux jeunes. C'est pour ça que j'avais fait un numéro spécial l'année dernière dans une revue littéraire en Turquie sur la poésie française des jeunes. Voilà. Et évidemment, j'ai traduit aussi, par exemple, un beau livre d'une jeune poétesse française qui est parmi nous, c'est clair aussi. Non, mais c'est bien. Mais on en a plusieurs là, oui. Alors, d'ailleurs, je vois que Linda est là, on ne sait pas comment la présenter. Moi, elle est devenue tellement française. Bon, bien sûr qu'elle est roumaine, mais en même temps, elle a choisi d'écrire sa poésie en français. Donc, on peut dire que c'est une poète, en tous les cas, de langue française. Elle fait partie du corpus de la poésie française, comme tant d'autres écrivains qui l'ont précédé, qui venaient de Roumanie jadis. Bon. Alors, je vois qu'il y a Magda Karanesi qui, elle, a fait beaucoup d'allers-retours entre son pays natal et la France, puisqu'elle a même dirigé l'Institut roumain à Paris. Je crois qu'elle est de nouveau, depuis quelque temps, revenue à Paris. Bon, où on aura l'occasion de la revoir. Donc, c'est très gentil de ta part, Magda, de t'être branchée. Tu pourras interagir tout à l'heure. On va encore laisser un peu nos amis participants interagir, mais après, je crois que ceux et celles qui sont là pourront tout à fait intervenir et poser des questions, d'ailleurs, voilà, et dire des choses aussi, parce que moi, je sais beaucoup de ce que vous avez fait les unes les autres pour valoriser à la fois vos littératures et accueillir, en les valorisant, les poésies françaises et les romans français aussi dans vos pays. Et voilà, mais on peut développer. Donc, peut-être que notre ami, d'autres personnes veulent intervenir, Marlena, pour peut-être compléter ce que vous avez dit, ou quelles seraient peut-être, d'après vous, les choses qui resteraient à faire ou à mieux faire? Quelles seraient vos envies, vos goûts, vos idées, vos projets pour développer encore et renforcer ces échanges? Alors, vous avez déjà donné des axes, les revues en ligne, mieux faire participer les jeunes, les inviter à sortir de leur pays, les inviter dans des festivals, ça commence à se développer, bien sûr, mais voilà, ce genre d'idées et d'autres peut-être, ou créer des plateformes qui permettraient des échanges plus internationaux ou plus fréquents, ou avec une périodicité peut-être, avec des contributions, je ne sais pas, mais je vous laisse un peu réagir sur toutes ces pistes possibles. Allez-y, vous demandez à prendre la parole et vous l'avez. Oui. D'abord, le salon de la revue. Oui.
À Paris, alors. Oui. est une excellente occasion de se rencontrer. On a participé récemment, nous avons participé à cette table ronde organisée par le Pen Club français où tu étais avec André Spire et d'autres. Et Antoine. André, c'était un grand-oncle d'Antoine. Antoine, notre président. Oui, et on connaît d'autres écrivains, éditeurs, écrivains ou poètes, éditeurs, avec leur revue. Déjà, on a fait connaissance et chaque année, je suis très heureuse de revoir ceux qui publient, ceux qui continuent, qui tiennent encore, qui publient encore des revues littéraires, des revues de poésie. Et rencontrer des poètes, par exemple, comme Colette, qui était là cette année. On était voisines dans le salon de la revue. Oui, parce qu'elle a une revue. Chacune avec, oui, qui a, avec sa revue, avec ses recueils de poèmes. Donc, c'était vraiment extraordinaire de faire connaissance par l'intermédiaire des revues. C'est vrai. Donc, et chez vous, au Pen Club, au siège du Pen Club, vous nous avez invités, vous avez invité Continuum pour lancer le dernier numéro. Oui, oui. Mais il faut qu'on développe ce genre d'échange, justement, avec des revues, pas simplement françaises, on va le faire aussi, mais avec des revues qui sont ailleurs et qui favorisent. Il y avait des revues italiennes, une revue italienne aussi qui publie de la poésie. Oui. Puis il y a la revue la revue Sigilla, la revue portugaise, qui est en bilingue, oui, en français et en portugais. Ce sont des choses vraiment intéressantes. Très bien, tout à fait. Alors, tu veux intervenir encore, Eduardo, ou bien on laisse les autres commencer à vous poser des questions? Je vois que Guillaume est là, Guillaume Métayer qui fait beaucoup aussi, Linda, Magda Carnetti, Fulvio, enfin voilà. Est-ce que tu veux encore dire quelques mots? Et puis de toute façon, tu pourras aussi intervenir après si tu le souhaites. Bon, peut-être souligner que évidemment, il y a eu des époques où la littérature latino-américaine était très connue en France, oui, et très diffusée en France. Oui. Nous étions à cette époque-là, les latino-américains, nous étions un peu à la mode dans les années 60. Ah oui, je m'en souviens très bien. Une grande mode. Et à l'époque où ces grands écrivains latino-américains ont obtenu des prix Nobel et tout ça. Et malheureusement, dans les dernières décennies, nous ne sommes plus à la mode, disons, le poète latino-américain ou les écrivains latino-américains. Mais ça, peu importe. Je crois que la poésie, c'est toujours, disons, ça toujours existe dans des catacombes. Et je sais que maintenant à Paris, il y a plein d'écrivains latino-américains qui sont en train d'écrire des œuvres importantes. Je voudrais souligner par exemple la présence à Paris de Luisa Futurans, qui est une grande écrivaine, poète très intéressante, argentine, et Ingrid Tempel, qui est une poétesse Ingrid Tempel, oui, effectivement, uruguayenne. Et maintenant que vous parlez des jeunes, il y a une jeune colombienne, une poétesse qui s'appelle Carolina Bustos Beltrán, qui habite à Paris depuis presque une décennie, non, 5 ans ou 6 ans, et qui est une poète très intéressante, qui est en train d'être publiée au Mexique, en Colombie. Oui, je l'avais rencontrée en Amérique latine. Tu as raison de la citer, oui. Carolina Bustos Beltrán, et souligner aussi, je ne le dis pas de façon démagogique, dire que vraiment il y a un essor extraordinaire en Colombie et en Amérique latine des poètes, des poétesses, des jeunes poétesses. Oui. Parce que, évidemment, il faut reconnaître que la littérature latino-américaine a été très patriarcale pendant le XXe siècle. C'était tous des hommes, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rulfo, Rómulo Gallegos, tous étaient les patriarches. C'est vrai. Une espèce de père de la patrie et tout ça. Et il y avait des écrivaines très importantes qui publiaient à cette époque-là, qui ont été complètement marginalisées. Et donc, il y a des jeunes universitaires en Colombie, par exemple, qui sont en train de récupérer ces écrivaines
des contemporains de la génération d'Alvaro Mutis Bien sûr. et d'Octavio Paz est contemporain aussi de la génération de Garcia Marquez. C'est des écrivains très importants qui sont en train d'être publiés et découverts. Tu as bien Et fait, donc, tu as bien fait de souligner cet aspect-là. mais ça Oui. est, Mhm. et une quantité énorme de jeunes poétesses colombiennes, c'est extraordinaire. C'est un monde à découvrir. Miriam Très bien. Montoya Oui. a publié dans sa maison d'édition L'Oreille du Loup Oui, une magnifique. grande anthologie de poésie Oui. colombienne où il y Oui, a beaucoup de ces femmes, de jeunes femmes oui. qui sont nées dans les années 80 et 90. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec tout Très ça. bien. Bravo, merci. Donc, peut-être que parmi celles et ceux qui sont à l'écoute, là, certaines voudraient intervenir ou ajouter des choses qu'on n'a pas évoquées, parce que c'est, pour l'instant, on n'a même pas parlé pendant 1 heure, donc on a commencé un peu en retard, donc on a encore un petit peu de temps. Est-ce que Linda ou Guillaume ou d'autres, peut-être aussi ensuite également Magda, vous voulez intervenir? Parce que c'est vrai que vous participez beaucoup aussi là. C'est vrai que moi-même aussi, je me donne beaucoup de mal avec l'aide de ses amis, que ce soit Guillaume ou Linda ou d'autres, notamment Linda. On vient de faire une anthologie qui s'appelle Haute Tension, qu'on a publiée là ces dernières semaines au Castor Astral, en coédition avec la Maison de Poésie de Paris. Donc la Fondation Blémont, pas celle du bas de Paris, là près des Halles, mais celle qui est en haut, rue Balu. Et donc, on développe beaucoup de choses comme ça et on va continuer. Donc, peut-être que si Linda est encore là, elle veut intervenir ou pas? Je ne sais pas si elle est encore là. Je n'ai pas vérifié. Oui, oui, bien sûr. Bonsoir, Sylvestre. Oh, Linda. Oui, je suis là, vous m'entendez? Je te passe la parole d'abord parce que comme tu as un rôle au Open Club qui est loin d'être négligeable, c'est un euphémisme. Et donc, vas-y, on t'écoute. Ben, je voudrais tout d'abord saluer en fait la proposition de Marlena qui me réjouit, à vrai dire. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Il faudrait en effet se concentrer peut-être un tout petit peu plus sur la jeune génération et essayer de la promouvoir à travers les traductions, pas seulement à travers les traductions, mais notamment à travers les traductions. Et c'est un peu ce qu'a essayé d'ailleurs de faire la Maison de Poésie grâce à cette anthologie que vous venez d'évoquer, Haute Tension, qui justement se concentre sur le dialogue entre les générations, tout en accordant une place privilégiée, je pense, en tout cas c'est l'idée même du projet, une place privilégiée à la jeune poésie. Et en même temps, je pense qu'il serait très important, tout à fait salutaire, de pouvoir créer peut-être de nouveaux réseaux concentrés sur ce concept de promotion, des réseaux qui pourraient déjà peut-être repenser un tout petit peu, actualiser même le concept lui-même de promotion, voir quelles autres pistes on pourrait utiliser, même créer pour justement faire en sorte que la poésie circule un tout petit peu plus. C'est bien de le souligner, parce que je voulais dire, parce que je ne l'ai pas dit, mais maintenant que tu parles, je peux le dire, que nous avons pensé ensemble, toi et moi, cette table ronde là qui est en cours, qui n'est pas terminée. Donc, non, mais c'est important, c'est pour ça que je te passe la parole aussi, parce que l'idée que tu proposes, je crois qu'effectivement, moi, elle me séduit beaucoup. Je pense qu'elle ne peut séduire les autres qui sont là à l'antenne, à l'écoute, mais il faudrait l'explorer, l'exploiter, la réaliser, effectivement. Oui. Oui, peut-être, oui, dans un premier temps, ce serait bien qu'il y ait, comment appeler ça, une sorte de groupe de travail qui pourrait réfléchir justement à cette question, quels seraient justement les moyens déjà existants à utiliser, mais aussi quelles autres pistes, oui, à explorer. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qu'on n'utilise pas du tout, ou pas assez en tout cas. Et
Et en même temps, oui, bien sûr, ensuite, il faudrait, et ça c'est une chose difficile, on le sait fort bien, qui demande énormément de travail, énormément d'efforts. Et bien sûr, c'est ce qui compte après tout. Il faudrait faire en sorte que les choses fonctionnent. Hein. Voilà. Bon. Enfin, c'est ce qu'essaye le Pen Club, c'est ce qu'essaye aussi la Maison de Poésie, justement, comme à travers des projets c'est vrai, c'est ça. d'anthologie et de rencontres, Oui. justement. Et cette rencontre même est une preuve voilà, du fait que le Pen Club essaye de réfléchir à cette question et de la développer. Donc, je pense que c'est une première chose à faire, essayer de porter un regard, disons, assez pragmatique voilà, sur cette question. Cela me semble fondamental. Je sais que l'année prochaine, vous allez de nouveau, toi et quelques autres au Pen Club, prolonger, poursuivre ces pistes. Moi, je vous aiderai si vous le souhaitez, mais bon, j'ai été un peu avec toi initiateur de ça, mais j'aimerais que ça puisse se développer, notamment avec ceux qui ont participé à la table ronde, mais avec ceux et celles qui nous ont écoutés. Notre ami Guillaume Métayer qui m'avait dit qu'il ne pourrait pas rester au-delà de 19 vient de nous quitter. C'est bien dommage, parce que je lui aurais passé la parole. Il fait beaucoup de choses, lui aussi, au sein des éditions La Rue Orly, puisqu'il a créé une nouvelle collection de traductions pour toutes les poésies plus à l'Est, en Europe centrale et à l'Est. Et ça démarre très fort, c'est très intéressant. Et peut-être que, puisqu'on est pour l'instant en train de parler des valorisations croisées, peut-être que notre amie Magda veut intervenir, peut-être Magda. Oui. Oui, bonsoir et merci Sylvestre pour cette invitation. Je vais compléter ce que Linda, ma collègue, vient de dire. Je pense que l'échange entre poètes français et poètes roumains se porte bien, de mon point de vue. Je pense, oui. C'est bien, oui. Il y a des échanges de toutes sortes entre les deux cultures, même si la poésie est différente en Roumanie par rapport à la poésie française. Ce sont des courants très différents, mais c'est complémentaire en même temps. Et, ce que j'observe, c'est que le rôle des anthologies d'antan est pris aujourd'hui, remplacé par les festivals, à mon avis. En Roumanie, on a plein de festivals de poésie dans les grandes villes du pays. Et surtout, il y a un festival international de poésie à Bucarest chaque année. Absolument. Qui invite des poètes français. Oui, je sais bien. Et ça permet des échanges vraiment réels entre les personnes qui se connaissent, qui interagissent, qui se traduisent réciproquement par la suite. Et je peux vous dire que chaque année, à ce festival de Bucarest, il y a une soirée dédiée à la poésie française ou francophone, mais plutôt française. Il y a des invitations notoires, des invités très connus, comme cette année, ce fut Jean-Pierre Siméon. Avant, il y a eu Michel Deguy et d'autres qui sont venus, sont restés plusieurs jours sur place. Et ça donne une substance aux échanges entre les deux pays. Et puis l'Institut culturel français de Bucarest, de Iași, de Cluj, enfin, et ils font bien leur travail, il faut le dire. Avant, ce n'était pas toujours le cas. Il y avait une sorte de préjugé il y a 10-15 ans dans les services culturels français à l'étranger, comme que la poésie ne compte pas et que les poètes… Bon, d'accord. Mais tu as raison de le dire parce que tu vois, par exemple, celle qui a dirigé l'Institut français à Iași, Muriel Aubry-Merlino, justement, elle vient de revenir en France et elle a voulu intégrer le Pen Club où elle a même été élue directement au comité. Elle est maintenant au conseil d'administration de la Maison de Poésie aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui vont continuer, qui vont même s'amplifier, je pense, se développer. Notre ami Dino Flamand, qui est aussi actif comme toi et d'autres au festival, notamment de Bucarest et d'autres festivals, il m'a passé un coup de fil hier en me disant « Je suis désolé, mais je suis à Paris là, mais je dois aller à Amsterdam, donc il est dans le train ou je ne sais quoi. » Donc, il ne pouvait pas, il se serait bien branché, sinon il m'a dit de vous saluer. Voilà, donc il y a effectivement de nombreuses personnalités dont il fait partie et de qualité et d'autres qui font beaucoup pour les échanges et l'amélioration, même la valorisation mutuelle, je dirais, de nos littératures, de nos poésies aussi d'un pays à l'autre. Merci de ton intervention. Peut-être que Fulvio veut dire quelques mots ou d'autres, parce que lui, il a fait beaucoup, Fulvio, qui lui est né en Italie, mais qui est parti à l'âge de 7 ans, si ma mémoire est bonne, avec sa famille
une migration peut-être économique, je ne sais pas, au Québec, à Montréal, et là, il a été élevé là-bas, il a fait partie des avant-gardes à Montréal, il a créé une grande revue vice-versa, et depuis, c'est quelqu'un qui pose des vraies questions sur la place de l'écrivain dans l'espace public, qui a rétréci, etc. Bon, il pourrait développer ça pendant des heures, il le fait avec merveille, d'ailleurs, mais je ne veux pas qu'il le fasse ce soir, mais en tous les cas, ça serait trop long, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui a un regard très pointu sur tout ça. Vas-y, passe la parole, Fulvio, oui. Vas-y. Tu as la parole, Fulvio. Mets ton micro. Tu n'as pas. Enfin, si tu veux parler, hein, tu n'es pas obligé. On ne t'entend pas, Fulvio. Ah. Il y a un problème. Problème technique. Tu n'as pas mis ton très bien. micro. Bonsoir à tous. Je ne l'ai pas allumé. Ça y est, on t'entend. On t'entend, ça y est, oui. On t'entend. Vas-y, parle. Bon, très bien. Oui. Parle. Ah, on t'entend plus. On t'entend plus, là. Il n'a pas l'air d'avoir assez de réseau. Parce Il n'a pas assez de réseau. L'image était figée. En attendant qu'il revienne, peut-être que quelqu'un parmi les intervenants veut reprendre ou compléter par rapport à ce qu'a suggéré Linda et Marlena, ces réseaux à créer, à étoffer, à faire vivre, ou Claire veut intervenir peut-être, ou d'autres. Oui, c'est vrai que les festivals, c'est vraiment, comme disait Magda, c'est un lieu de rencontre, effectivement, et qui après se prolonge par les traductions, par les invitations, etc. Oui. Donc, je trouve que c'est important aussi de développer en milieu scolaire les interventions, parce que ça fait rentrer les poètes dans les classes. C'est une piste, c'est intéressant. Et ça fait venir justement le poète à des publics qui ne se déplaceraient pas forcément pour les festivals. Oui. Je pense que c'est des choses qui sont développées beaucoup en France, mais par exemple en Turquie, ce n'est pas très développé. À ce niveau-là, il y aurait peut-être des choses à faire. En Turquie, il y a beaucoup de festivals qui sont internationaux, qui invitent beaucoup de poètes. Oui. Mais c'est vrai qu'au niveau scolaire, je pense qu'il y aurait des choses à développer pour faire plus connaître la poésie française. Sûrement. Mais écoute, tu verras ce que tu peux faire avec d'autres. Ce sont des choses délicates, parce que ça dépend aussi. Et au travail. Oui, il y a un gros boulot, parce que ça dépend aussi de l'état d'esprit local. Ça peut varier d'une région de ce pays à l'autre. Ça peut varier de celles qui dirigent les établissements, de leur volonté de prendre quelques risques ou d'innover. Bon, pourtant, c'est pas dangereux, la poésie, mais enfin. C'est très dangereux, la poésie. Non, mais tu me permets de dire ce que j'allais dire, mais parfois il y a des conservatismes qui le pensent à tort, mais bon, voilà, mais je ne veux pas développer. On se comprend, voilà. Oui, mais on peut s'appuyer sur les réseaux de francophones, justement, qui existent déjà et qui sont souvent intéressés à développer des événements littéraires. Ah, tout à fait. Moi, quand j'avais été invité notamment à l'Institut français d'Istanbul il y a plusieurs années, il y avait un public vaste et varié de Turcs, notamment francophiles et francophones, et des Turcs de toute ethnie, de toute origine, de toute langue, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y avait pas, bon, voilà. Et donc, c'était très vivant, et voilà. Mais ça, c'est parce que j'étais dans un espace un peu privilégié, qui est celui de l'Institut. C'était pas si simple à organiser, vous comprenez ce que je veux dire dans votre lieu. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, merci en tous les cas. Alors, peut-être encore. Alors, Fulvio, il n'a pas réussi, tant pis, c'est dommage, il nous entend peut-être, mais il n'a pas le micro. On a fait cette table ronde. Je pense que vous avez mis sur la table qu'on a partagé de la bonne nourriture, qu'on la déguste ensemble. Je pense qu'on aura d'autres occasions de prolonger nos agapes intellectuelles et les nourritures terrestres, les nourritures littéraires. Voilà, on va continuer. Je pense que je vous remercie vivement. Ça a été assez vivant, je l'espère. En tous les cas, n'ayez pas de regrets. Si vous avez envie de rajouter quelque chose avant la conclusion, faites-le. Sinon, dans quelques minutes, on va clore. Je dirais que je crois que vous avez mis sur la table des pistes, hein, donc à développer, à expérimenter. Donc, on compte beaucoup sur votre participation, sur celle de vos amis. Vous pourrez faire l'écho de cette table ronde auprès de personnes qui, hélas, n'ont pas pu, compte tenu de leur emploi du temps, de leur déplacement, y participer. Mais comme elle est enregistrée, elle pourra être diffusée, on pourra la mettre sur notre site. Vous pourrez le faire savoir, ce qui fait que les personnes qui pourront l'écouter, et c'est comme ça d'ailleurs que se développent pas mal d'idées, il y a plus de participants dans ce qui s'appelle, moi j'aime pas le système podcast, ça ne veut rien dire en français, mais les reprises, les possibilités de réentendre ou de revoir,
sont très importantes pour nous et pour vous, donc n'hésitez pas à le faire savoir. Voilà. Je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt, j'espère, en présence aussi, en présence. Hein. On aimerait votre présence. Voilà. Merci, merci. Et il faut être optimiste parce qu'on a fait les adieux à la poésie plusieurs fois depuis des années. On dit adieu à la poésie, mais la poésie continue. Et comme disait Michel Deguy, oui. La poésie n'est pas seule. Ah, merci. Et que nous sommes là. Merci à toutes et à tous. Merci Eduardo. Merci. Alors à bientôt. À bientôt, Malala. Merci à toi. Et merci. À bientôt, merci. Merci beaucoup. À bientôt. C'était vivant grâce à vous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, à très À bientôt. bientôt. Au revoir. Bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.